Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter brièvement le tissu épithélial. Donc, premièrement les généralités. Donc il faut savoir qu'on parle d'histologie générale lorsque l'on étudie les tissus, d'histologie spécifique lorsque l'on étudie les organes, et de cytologie lorsque l'on étudie les cellules. Donc l'origine du terme épithélial, donc ce terme de tissu épithélial il est apparu au XVIIIe siècle. Il provient étymologiquement de épi qui signifie sur et de télé qui signifie mamelon. Il faisait donc référence au départ à une fine couche de cellules qui recouvrait le mamelon. En ce qui concerne la définition, donc c'est un tissu constitué par un assemblage de cellules étroitement associées entre elles, réparties en une ou plusieurs couches et qui exercent une activité physiologique particulière. Il recouvre la surface du corps et de ses cavités. À la différence d'un organe, qui est une association de plusieurs tissus, dans lequel l'un d'entre eux prédomine, afin de réaliser une fonction physiologique particulière. Caractéristiques. Donc le tissu épithélial, c'est un tissu non vascularisé mais innervé. Le tissu épithélial est toujours associé à un tissu conjonctif appelé chorion, ainsi qu'à une membrane basale appelée basale. Cette disposition en 3 couches est toujours respectée. Attention, le chorion, lui, il est vascularisé, contrairement au tissu épithélial. Pour ce qui est de la nutrition, l'épithélium est nourri par diffusion d'éléments nutritifs à partir des vaisseaux du chorion. La basale joue donc un rôle de pseudo-filtre avec des pores. Les fonctions, donc les épithéliums confèrent à l'organe leur originalité fonctionnelle. Ils ont une fonction de protection comme au niveau de l'épiderme, de sécrétion comme au niveau des glandes, d'excrétion comme au niveau du rein, d'absorption comme au niveau de l'intestin, mais ils peuvent aussi avoir une fonction sensorielle. Ce sont des épithéliums spécialisés, ils forment des organes sensibles. Les cellules épithéliales sont polarisées, elles possèdent un pôle basal via la membrane basale et un pôle apical en haut. On a aussi une régénération, donc l'épithélium il est capable de se régénérer, c'est-à-dire de renouveler les cellules qui meurent. Soit à partir de cellules souches indifférenciées, c'est-à-dire la peau ou l'intestin, soit à partir de cellules souches différenciées, par exemple au niveau de l'épithélium glandulaire du foie, où les cellules du foie, aussi appelées hépatocytes, sont capables de se diviser pour compenser la perte de cellules. La vitesse de régénération, elle est modulable, notamment en réponse à une lésion aiguë. Lors d'une plaie au niveau de la peau, la régénération sera ainsi accélérée pour fermer la lésion. Si la lésion, elle est chronique, si l'épithélium est par exemple soumis à un toxique comme l'alcool qui est nocif pour le foie ou bien le tabac qui est nocif pour les poumons, la capacité de régénération optimale au départ s'altère peu à peu. Il faut savoir qu'une régénération mal régulée pourra être pathogène, donc ainsi 90% des tumeurs sont d'origine épithéliale. Il existe des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes. Les tumeurs bénignes ne forment pas de métastases, elles ne diffusent pas à d'autres endroits de l'organisme et elles ont une croissance lente et limitée. Il s'agit par exemple des papillomes au niveau de la membrane basale de l'épiderme ou plus généralement au niveau des épithéliums de revêtement. Au niveau des épithéliums glandulaires, les tumeurs bénignes portent le nom d'adénome. Pour ce qui est des tumeurs malignes, elles sont appelées carcinomes au niveau des épithéliums de revêtement et adénocarcinomes au niveau des épithéliums glandulaires. Elles peuvent former des métastases et donc diffuser très vite, ce qui est à l'origine de leur dangerosité par destruction de la basale et accès au chorion vascularisé, ce qui provoque une diffusion dans l'ensemble du. La définition d'une muqueuse, c'est que c'est une paroi qui recouvre une cavité en relation avec le milieu extérieur. Par exemple, on parle de muqueuse digestive, respiratoire, urinaire. Une séreuse, c'est une paroi qui recouvre une cavité close sans relation avec le milieu extérieur. Il existe 3 séreuses, la séreuse péricardique qui entoure le cœur, la séreuse péritonéale qui entoure les viscères abdominaux et la séreuse pleurale qui entoure. Donc la classification morphologique des épithéliums. On classe les épithéliums en épithéliums de revêtement, glandulaire et sensoriel. Mais attention, certains épithéliums peuvent être à la fois de revêtement et glandulaire, mais ils prennent le nom de la catégorie qu'ils représentent le plus. Donc on classe les épithéliums suivant le nombre d'assises cellulaires et selon la forme. Le nombre d'assises cellulaires, c'est le nombre de couches de cellules. Un épithélium simple est constitué par une seule couche, alors qu'un épithélium stratifié contient plusieurs couches.
la forme, donc les cellules peuvent être aplaties, alors l'épithélium sera dit pavimenteux. Les cellules peuvent être cubiques, alors l'épithélium sera dit cubique. Et les cellules peuvent être cylindriques, alors l'épithélium sera dit cylindrique ou prismatique. Toutes les cellules d'une même couche ont la même forme et elles sont très spécifiques. Ici, on va trouver le tableau récapitulant tous les épithéliums, qui soient simples, stratifiés, pavimenteux, cubiques, cylindriques ou prismatiques. Que selon les épithéliums, leurs fonctions divergent, c'est-à-dire que par exemple pour un épithélium pavimenteux simple, le rôle principal c'est de permettre de faciliter les échanges. Aux épithéliums stratifiés pavimenteux qui ont eux un rôle de protection. Les épithéliums simples et stratifiés cubiques permettent plus les sécrétions et les absorptions, et les épithéliums simples cylindriques permettent aux cellules de plus absorber. Les épithéliums pavimenteux stratifiés, on a deux types d'épithéliums, donc les kératinisés, comme l'épiderme, et les non kératinisés. Kératinisé signifie qu'une couche cornée est présente, à la différence de non kératinisé, où la couche cornée n'est pas présente. Il existe aussi des différenciations membranaires, notamment au pôle apical, comme par exemple les microvillosités. Il existe deux types de microvillosités. Les microvillosités banales, qui sont des digitations de petite taille présentes au niveau du pôle apical d'un grand nombre de cellules. Elles ne présentent pas beaucoup d'intérêt. Et les microvillosités peuvent aussi constituer des structures de type plateau strié au niveau de l'intestin ou bordure en brosse au niveau du rhume. Les digitations sont alors de taille plus importante. Les microvillosités sont constituées d'actines. Leur rôle est d'améliorer l'absorption par augmentation de surface. L'absorption est surtout favorisée pour les petites molécules OSE et acides aminés ainsi que par un glycocalyx. Elles sont immobiles. On trouve aussi au niveau du pôle apical des cellules épididymères, les stéréocyles, qui sont des formations immobiles, proches des microvillosités et qui ont eux aussi un rôle d'absorption. Ils contiennent de l'actine et sont de hauteur variable. Enfin, on trouve les cils. Ce sont des digitations mobiles présentes au pôle apical de certaines cellules. À l'inverse des microvillosités, les cils sont vibratiles. Par exemple, leur mouvement a pour but dans les cellules de l'épithélium respiratoire l'évacuation du mucus sécrété par les cellules caliciformes, ce dernier ayant piégé les poussières et autres particules. Ou encore, ils permettent l'acheminement de l'ovocyte vers l'ampoule, puis de l'œuf fécondé vers l'utérus dans les cellules de l'épithélium tubaire. Les cils sont constitués de microtubules, ce qui permet leur mobilité. Le battement ciliaire est régulier, 10 battements par seconde en moyenne, et se fait de façon unidirectionnelle et coordonnée, c'est-à-dire en même temps et dans le même sens. Enfin, on trouve des différenciations membranaires au niveau du pôle basal. Il y a des invaginations au niveau de certaines cellules, comme au niveau des canaux striés des glandes salivaires, et également au niveau des tubules contournés du néphron. Au niveau de ces invaginations, il y a des mitochondries, et ces invaginations sont impliquées dans les échanges hydrominéraux grâce à l'aquaporine. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée.